accueille. Je suis ravi de l'accueillir, Aminata Niakaté. Bonjour Aminata Niakaté, vous êtes porte-parole des écologistes. Je vais commencer par cette question de but en blanc. Est-ce que ce boulanger de l'Isère, qui a été contrôlé puis verbalisé, a eu raison hier d'ouvrir sa boulangerie et de faire travailler ses salariés? Eh bien, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir ouvert sa boulangerie avec toutes les injonctions contradictoires qu'il a reçues entre les annonces de Lecornu, la réponse du Conseil d'État qui dit que non, on ne peut pas ouvrir, il faut respecter les lois et règlements, et puis Lecornu qui l'appelle, etc., en disant c'est pas grave, on s'en fout des lois et des règlements, on s'en fout de l'état de droit en somme. Oui, en tout cas, on ne peut pas en vouloir au boulanger. Mais vous en pensez quoi? Moi, sur le fond? Sur le fond, il faut faire les choses dans l'ordre. Enfin, déjà, il y a un fort attachement des écologistes, un fort attachement des salariés, des syndicats aussi à ce jour de congé payé et chômé. On ne peut pas le remettre en cause un peu comme ça. Donc en somme, si je devais traduire ce que vous dites, Aminata Niakaté, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on puisse travailler, en tout cas je parle hors hôpitaux et métiers dits essentiels, mais vous ne souhaitez pas que certains puissent ouvrir leur commerce un 1er mai. En tout cas, il ne faut pas avoir de réponse généraliste. Certains peuvent ouvrir leur commerce, les boulangers d'ailleurs peuvent ouvrir leur commerce, mais ne peuvent pas faire travailler leurs salariés. C'est ça la nuance. La distinction. Ils peuvent donc les salariés. ouvrir. Ils peuvent ouvrir. Et ensuite, je pense que ça ne se fait pas comme ça, sans discuter, sans parvenir à un accord avec les organisations de salariés et les organisations patronales. Là, ça a été fait un peu... Il y a un problème de méthode, en fait. Mais on ne peut pas savoir ce que vous en pensez, vous, alors? Moi, je suis attachée à ce que ce jour reste chômé. Que les salariés, même des boulangeries, ne puissent pas travailler. La moyenne européenne, c'est 12 congés annuels par an. Si on leur laisse le choix, est-ce qu'on a vraiment le choix est-ce qu'on a vraiment le choix? Enfin, par exemple, sur le dimanche, par exemple, est-ce que les salariés, ils ont vraiment le choix? Vous présentez les patrons comme des méchants, là. Non, mais il y a un lien de subordination. Ils ne sont pas méchants, je suis moi-même patronne. Donc, il y a un lien de subordination. Vous ne leur laissez pas le choix, vos salariés, ça veut dire? Moi, je ne les fais pas travailler le dimanche. Ouais. Est-ce que quand il y a un lien de subordination, est-ce qu'on a vraiment le choix? Quand on sait, on connaît les règles du métier, etc., est-ce qu'on a vraiment le choix? Le dialogue. Le dialogue, je suis naïf, il est un peu, je ne vais pas vous qualifier de naïf, mais l'équilibre, il est un peu précaire. Le rapport de force, il n'est pas vraiment dans les mains du salarié. Alors, les ventes de voitures électriques ont bondi de 48% en France sur les 4 premiers mois de 2026. Y voyez-vous, Aminata Niakaté, une adhésion des Français aux causes que vous défendez ou pas? Moi, je pense que le coût de l'énergie, le coût du carburant, du carburant peut avoir un effet et peut avoir influencé ces achats. On subit moins le coût à la pompe quand on a un véhicule électrique. Et oui, nous, on prône la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Et quand on voit le prix à la pompe en ce moment, lié à la guerre, des guerres qui vont peut-être durer plus longtemps qu'on ne le voudrait, je comprends en tout cas ce mouvement. Et d'ailleurs, il y a des régions, des départements qui ont financé pour les aides à domicile le prêt de véhicules électriques. Pour autant, vous n'êtes pas une ardente défenseur, en tout cas, du nucléaire. Voilà. Alors que si on prend le virage de l'électrique en France, on n'est pas calibré aujourd'hui sans le nucléaire pour faire face à cette vague de nouveaux véhicules électriques en France. En tout cas, si on veut parvenir à une souveraineté énergétique... Il y a une contradiction de votre côté, Aminata Niakaté. Le véhicule électrique sera toujours mieux que mais vous êtes contre le nucléaire. Et on est effectivement pour la sortie progressive du nucléaire, en investissant, d'ailleurs c'est RTE qui le dit, en investissant dans le renouvelable, qui est une énergie disponible gratuitement tout le temps. Les éoliennes, le solaire. Pas comme ça qu'on va pouvoir faire rouler les véhicules électriques. En tout cas, sans renouvelable, on n'atteindra jamais la souveraineté énergétique. C'est RTE qui le dit, ce n'est pas moi, c'est RTE qui le dit. Bon, alors, Total, les bénéfices records au premier semestre 2026, 5 milliards au total, je le rappelle. Est-ce que c'est indécent ou pas ? C'est exactement les propos que j'ai tenus hier avec votre collègue. Oui, il y a un petit peu quelque chose de choquant quand on voit les prix augmenter, s'envoler, et que pendant ce temps-là, certains profitent finalement de la guerre, entre guillemets, et même par entre guillemets, littéralement, puisque en fait, Total s'enrichit sur le dos des Français
à la faveur de cette guerre, quoi. Vous n'êtes pas fier de voir une entreprise qui fait partie des fleurons français afficher Moi, je suis pas fière qu'elle ne partage un état de forme florissant. Moi, je ne suis pas fière qu'elle ne partage pas la valeur ajoutée créée. Voilà. Et donc, je pense que taxer les super profits, ça peut permettre de remettre un peu de justice sociale. Mais lorsqu'ils plafonnent leur prix sur le litre de carburant total, n'est-ce pas, selon vous, une redistribution de ces super profits? Je pense que c'est qu'ils réalisent eux-mêmes qu'il y a quelque chose de choquant là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils font ça. Et que peut-être que l'opinion publique leur importe, mais il y a aussi peut-être un enjeu d'image. En tout cas, s'ils avaient cette aspiration à plus de justice sociale, eh bien peut-être qu'ils seraient plus allants et contribueraient un peu plus en termes de fiscalité. Mais en France, ce n'est pas le gros des profits pour eux, c'est surtout à l'étranger. Ça, j'imagine que vous en êtes consciente. En tout cas, c'est une entreprise française, voilà, qui bénéficie des infrastructures françaises, voilà, et donc qui emploie des Français et qui a vocation à payer ses impôts mondiaux en France. Alors, j'aimerais évoquer avec vous, Aminata Niakaté, la primaire de la gauche qui se fera a priori sans Jean-Luc Mélenchon. Il souhaite faire cavalier seul. Est-ce un problème pour vous au sein des écologistes ? Oui, c'est un problème puisque ça dit division et ça dit disqualification de la gauche au second tour de l'élection présidentielle. Voilà, donc c'est un problème. D'accord, vous ne vous sentez pas capable de gagner seul ? Personne ne gagne seul en réalité. Enfin, personne ne gagne seul. Enfin, il faut. Nous, si on a plus d'une candidature, déjà que la gauche unie, on fait 33%. Et donc, s'il y a plus d'une candidature à gauche, je pense que ça nous handicape pour accéder au second tour de l'élection présidentielle. Donc pour vous, Jean-Luc Mélenchon n'est pas quelqu'un de problématique ? Alors pour citer Marine Tondelier, en tout cas, il sera, s'il se qualifie, en tout cas s'il part seul, il pourrait être le roi du cimetière. Alors, comment faut-il traduire ces propos-là de Marine Tondelier ? Que la primaire est incontournable en réalité, si on ne veut pas disqualifier la gauche de l'élection présidentielle. En fait, Aminata Niakaté, on l'a vu, il n'y a pas vraiment de cordon sanitaire, il n'y en a jamais eu d'ailleurs, entre les écologistes et la France insoumise. Reconnaissez que parmi votre base militante, certains sont un petit peu gênés par tout ça et par cette ambiguïté que vous entretenez vis-à-vis de LFI. Alors, je pense que sur notre base militante, elle est, en tout cas, elle adhère au projet que nous avons porté collectivement au moment du NFP, au moment de la NUPES. De l'eau a coulé sous les ponts entre-temps. Jean-Luc Mélenchon s'est radicalisé. En tout cas, il y a eu les affaires d'antisémitisme. Alors ça, notre base militante et nos cadres et moi-même les condamnons fermement. On les condamne fermement sur les propos qu'a pu tenir Jean-Luc Mélenchon. Vous reconnaissez qu'il y a une forme d'antisémitisme alors ? Moi, je reconnais qu'il y a des biais et qu'il y a des expressions qui sont inacceptables, qui sont condamnables. Vous avez la lucidité, Aminata Niakaté, pardon, vous avez la lucidité de reconnaître ces travers de la part de Jean-Luc Mélenchon, mais vous ne fermez pas la porte à une alliance et à une famille commune. Il y a l'individu, et ensuite il y a tous les militants de la France insoumise. Moi, je ne mélange pas tout, je ne mélange pas le mouvement, je ne mélange pas la base militante et je ne mélange pas Mélenchon est indissociable de LFI, Aminata Niakaté. Non, LFI, c'est un parti politique, il a la personnalité morale, et moi je rencontre sur mon territoire des militants de la France insoumise qui sont des gens très corrects, qui sont des gens très décents, pour ceux avec lesquels j'interagis quotidiennement. Donc moi, je ne vais pas mettre tout un mouvement, etc., et insulter tout un mouvement qui n'a d'ailleurs jamais été condamné. Jean-Luc Mélenchon non plus n'a jamais été condamné. C'est pas le cas de certaines personnalités à droite. Éric Zemmour a déjà été condamné pour racisme. C'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je lui reproche d'avoir parfois des biais, et je pense qu'il est suffisamment intelligent, et que ce n'est pas de la maladresse. Je vous repose la question, au risque d'être redondant, Aminata Niakaté. Vous lui reprochez d'avoir des biais antisémites. Je vous cite, ce n'est pas suffisamment gravissime selon vous c'est grave, pour prendre vos distances avec lui. C'est extrêmement grave, mais vous êtes dans une déchéance électorale terrible pour en arriver là. Pas vous personnellement, Aminata Niakaté, mais votre famille politique. Notre famille politique a toujours été claire, et elle a toujours été claire et intransigeante sur ces questions-là, et elle a condamné systématiquement. Elle a condamné et sanctionné ces propos, et elle continuera de le faire. Et elle continuera de se battre contre l'antisémitisme, et de se battre et de travailler sur ces sujets dans la lutte contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre toute forme de... Montrez-le clairement, alors. Mais vous refusez de le voir, on le montre
systématiquement le montre. Mais vous allez peut-être, en tout cas, vous appeler à une candidature commune de la gauche avec en son sein Jean-Luc Mélenchon. On appelle à une primaire, Voilà. Et on ne croit pas, en tout cas, à la candidature. Moi, personnellement, je ne crois pas en la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'elle a un plafond de verre à cause de ses travers, justement. Bon, j'aimerais évoquer avec vous, Aminata Niakaté, bien la polémique sur Master Poulet et plus généralement sur ces fast-foods qui fleurissent dans nos villes avec leur lot de désagréments et d'insécurité. Il y a notamment le maire de Saint-Ouen qui s'est exprimé, qui a pris des mesures envers Master Poulet. Quel regard vous portez sur cette polémique, Aminata Niakaté ? Oui, je pense qu'il a fait beaucoup de publicité à Master Poulet. Peut-être c'était peut-être pas l'effet recherché. Ensuite, moi, j'entends en tout cas le discours sur la malbouffe. Et voilà. Et les écologistes, on n'est pas friands de l'alimentation grasse, qui est pas bonne pour la santé, etc. Des fast-foods qui sont souvent des lieux de délinquance et puis de tapage nocturne, de regroupement, parfois communautaire. Je pense qu'ils n'ont pas. Alors, je pense que certaines communautés n'ont pas le monopole de manger de la malbouffe. C'est plutôt une question de pauvreté en réalité. C'est plutôt un enjeu de. Personne ne dit le contraire. C'est plutôt une question de pauvreté. Je parlais notamment des nuisances sonores à proximité de ces fast-foods. Évidemment, il y a plus de nuisances sonores autour de Master Poulet qu'autour de Fouquet's. Je suis navré de le reconnaître. Voilà. Tout le monde ne peut pas se permettre le Fouquet. Et encore, pour l'instant, on n'a pas encore constaté le moindre infraction. Je ne sais pas s'ils ont ouvert ou pas, mais voilà. En tout cas, ça reste à démontrer qu'il y aurait des nuisances. C'est peut-être un procès d'intention là-dessus. Ensuite, c'est vrai que je pense que les habitants de Saint-Denis ont vocation à avoir une alimentation de bonne qualité, et variée, bonne pour la santé. Et je suis pas sûre que Master Poulet tous les jours soit bon pour la santé. D'accord, très bien. Donc effectivement, et vous vous associez aux associations, aux collectifs type L214 qui protestent notamment contre les méthodes d'abattage dans certains abattoirs français, c'est ça? Alors en tout cas, en termes de conditions animales, effectivement, c'est un peu... Le halal, c'est pas terrible. Alors vous me ferez pas dire ça. Vous me ferez. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que j'ai dit? Non, mais quel est le problème? Non, mais voilà. En tout cas, moi, je veux pas stigmatiser des communautés, des croyances religieuses. Vous dites le halal, c'est pas terrible, c'est pas tout à fait flatteur. Pardon, mais lorsqu'on tue un animal de la sorte, Aminata Niakaté, il y a de la souffrance quand même, non? Vous n'osez pas le dire, ça? En tout cas, moi, je ne stigmatiserai pas la communauté qui mange halal ou qui mange kasher. Je parlais de communauté. Le halal, ça y renvoie. Je n'ai pas le droit de dire que les animaux souffrent. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Je vois pas le problème, mais en tout cas, merci beaucoup, Aminata Niakaté, d'avoir été parmi nous ce matin sur Europe 1.